personne de ma famille n'est venu à mon mariage. Ni mes parents, ni ma sœur, pas même l'homme que j'avais appelé mon meilleur ami absolu pendant les 20 dernières années. Ils ont tous choisi d'assister plutôt au gala de fiançailles de ma sœur, d'une valeur de $100 000. Mais, alors que ma magnifique mariée et moi coupions notre gâteau de mariage, essayant d'ignorer les 40 sièges vides de mon côté de l'allée, mon téléphone s'est allumé. C'était un message de ma mère. Il disait « Je me fiche de ce que tu fais. » Odélia pleure. L'équipe de traiteur veut $15 000 pour des frais supplémentaires, sinon il retire la nourriture. Passe ta carte et paie-les tout de suite. Ne laisse pas la famille de Malachi nous juger. Ce seul message a été suivi de 73 appels manqués. Je suis resté là, dans la douce lueur dorée de la galerie d'art du centre-ville de Chicago que nous avions louée pour notre réception. La musique jazz ambiante montait en arrière-plan. Mon épouse, Kyopi, était absolument époustouflante dans sa robe de dentelle, sa main posée doucement sur la mienne, sur le manche argenté du couteau à gâteau. Nos amis acclamaient. Le flash des photographes était aveuglant. Cela devait être le summum de mes 29 ans sur cette terre. Mais, alors que je fixais la lumière bleue crue de l'écran de mon téléphone posé sur le bord de la table des desserts, mon sang s'est complètement glacé. Ma mère n'avait même pas envoyé de message pour me féliciter. Mon père n'avait pas appelé pour me souhaiter bonne chance. Ma sœur, Odélia, n'avait pas pris la peine de reconnaître que c'était le jour de mon mariage, une date que j'avais fixée et annoncée plus d'1 an à l'avance. Ils avaient manqué le jalon le plus important de ma vie pour côtoyer des milliardaires sur la rive nord. Et pourtant, au milieu de leurs célébrations somptueuses et extravagantes, leur priorité était de me réclamer mon argent pour sauver les apparences. J'ai ressenti une vague de nausées physiques soudaine m'envahir. Ma main a commencé à trembler. J'ai entendu le faible bourdonnement d'un autre appel entrant. C'était encore ma mère. Kyopi a immédiatement remarqué le changement dans ma posture. Ses yeux bruns et chaleureux ont cherché mon visage, rempli d'une inquiétude soudaine et profonde. Elle s'est penchée, sa voix à peine un murmure, au-dessus des applaudissements. « Ça va, Evandé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne pouvais pas parler. J'ai simplement incliné l'écran vers elle. Kyopi a lu le message. J'ai vu son expression douce et joyeuse se durcir en quelque chose de vif et protecteur. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé ces 40 chaises vides alignées sur le côté gauche de la pièce. Les chaises destinées aux personnes qui partageaient mon nom de famille. Puis, elle m'a regardé à nouveau, sa prise sur ma main se resserrant avec une loyauté calme et féroce. Pendant toute ma vie, j'avais été le fils invisible, le distributeur automatique de la famille, celui de qui on attendait qu'il absorbe tranquillement chaque insulte, chaque affront et chaque manifestation flagrante de favoritisme, tout cela au nom du maintien de la paix. J'avais passé des années à essayer désespérément de prouver ma valeur à des gens qui ne me voyaient que comme une commodité. Mais, debout là, lisant cette demande de $15 000 alors que ma famille ignorait mon mariage, quelque chose en moi a finalement cédé. L'espoir persistant qu'il m'aimerait un jour inconditionnellement s'est simplement évaporé. Il était parti, remplacé par une colère lourde et étouffante. Je n'ai pas passé ma carte. Je n'ai pas répondu par message. J'ai regardé l'écran, fixant le nom, maman, clignotant brillamment. J'ai pensé à l'audace pure, au droit impensable qu'il fallait pour ignorer le mariage d'un fils et exiger ensuite qu'il finance votre fête extravagante, au même moment. Il pensait qu'il pouvait simplement continuer à pousser. Il pensait que je céderais comme je l'avais toujours fait. Il pensait que j'étais faible. J'ai regardé Kyopi et forcé un sourire pour les caméras. Nous avons coupé le gâteau. Nous nous sommes nourris mutuellement. Nous nous sommes embrassés sous les acclamations de la foule. Mais mon esprit était déjà à des kilomètres, parcourant 1000 pensées différentes. Je regardais ces 40 chaises vides et je me faisais une promesse. Ils m'avaient abandonné, mais ils voulaient toujours mon argent. Ils étaient loin de se douter que ce seul message texte était le dernier clou dans le cercueil de notre relation. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de votre famille, si vous avez déjà été utilisé et jeté, vous savez exactement ce que cela fait. Mais jusqu'où iriez-vous pour le leur faire regretter ? Pour comprendre pourquoi ce message texte m'a brisé si complètement, il faut comprendre le musée de la douleur que j'ai traversé pendant 29 ans. J'ai toujours eu ce que les thérapeutes appellent le syndrome de l'imposteur. Peu importe ce que j'accomplissais,
cela ne me semblait jamais réel parce que les personnes qui étaient censées être mes plus grands partisans traitaient mes succès comme un bruit de fond. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé à 3 emplois à temps partiel pour m'acheter une berline Ford rouillée et cabossée. J'étais si fier de cette vieille carcasse. Je l'ai conduite jusqu'à l'allée, m'attendant peut-être à une tape dans le dos. Mon père, Balthazar, est resté sur le porche, sirotant sa bière et ricanant. Il m'a dit que c'était une horreur et m'a demandé de la garer dans la rue pour que les voisins ne pensent pas que nous étions en difficulté. 2 ans plus tard, Odélia a eu 18 ans. Elle a pleuré en disant qu'elle voulait une voiture de luxe. Le lendemain matin, une Audi flambant neuve était garée dans notre allée, avec un énorme nœud rouge dessus. Ce n'était que le début. Le fonds d'études que mes grands-parents avaient mis en place pour nous deux s'est en quelque sorte entièrement épuisé pour payer le voyage de 3 mois en sac à dos d'Odélia à travers l'Europe, car elle avait besoin de se trouver après une légère rupture. J'ai contracté des prêts étudiants écrasantes et travaillé des nuits dans un restaurant pour obtenir mon diplôme en finance. Lorsque j'ai décroché un emploi très compétitif d'analyste en investissement immobilier commercial, j'ai invité mes parents à un bon dîner pour célébrer. Balthazar a à peine regardé le menu avant de se moquer de ma carrière. Il a appelé cela un travail pour les gens qui ne font que parler dans la vie, sous-entendant que ce n'était pas un vrai travail. Pendant ce temps, Odélia est devenue une influenceuse lifestyle sur les réseaux sociaux, postant des photos de toast à l'avocat et de sacs de créateurs. Pour mes parents, elle était une entrepreneuse de génie. Le favoritisme n'était pas seulement agaçant. C'était une campagne calculée de négligence émotionnelle. Rowena, ma mère, était obsédée par l'ascension sociale. Elle avait grandi dans la pauvreté et considérait chaque interaction humaine comme une transaction. Quand Odélia a réussi à attirer le fils de Malachi, ma mère a décroché le gros lot. Malachi était un milliardaire de la vieille garde de la Rive-Nord, un magnate de l'immobilier connu pour ses tactiques commerciales impitoyables et ses exigences extrêmes en matière de perfection sociale. Le mariage d'Odélia dans cette famille était le billet d'or de Rowena pour les cercles d'élite dont elle avait rêvé toute sa vie. 2 semaines avant mon mariage, le téléphone a sonné. C'était Rowena. Sa voix avait ce ton léger et artificiel qu'elle utilisait quand elle était sur le point de livrer une terrible nouvelle, déguisée en simple mise à jour logistique. « Et Vendée, chérie » a-t-elle dit, soupirant dramatiquement. Monsieur Malachi arrive de Suisse pour le gala de fiançailles. Il a changé son emploi du temps. Alors, ils organisent la fête samedi. Le même samedi que ton mariage. Mon estomac s'est serré. Maman, j'ai envoyé les faire-part il y a 1 an, ai-je dit, ma voix se brisant d'une manière qui m'a embarrassé. Nous devons être là pour sauver les apparences. Et Vendée, a-t-elle claqué, instantanément agacée que je proteste. C'est Malachi dont nous parlons. Nous ne pouvons pas manquer cette opportunité de réseautage. Tu gères ton mariage, d'accord? Nous célébrerons avec toi une autre fois. Elle a raccroché avant même que je puisse assimiler le fait que ma propre mère venait de refuser mon invitation de mariage. Mais le coup de poignard ultime n'est pas venu de mes parents. Il est venu de Gareth. Gareth et moi avons grandi dans la même rue. Nous avons joué ensemble dans la petite ligue. Nous avons traversé ensemble le collège, le lycée et l'université. Il était censé être mon témoin, mais Gareth était un courtier financier qui vénérait l'argent plus que la loyauté. 3 jours avant mon mariage, il m'a demandé de le rencontrer dans un bar de quartier. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Il a fixé sa bière artisanale hors de prix et a murmuré « Écoute, mec. Le fiancé d'Odélia m'a demandé d'être garçon d'honneur pour le gala. La moitié du conseil d'administration de la société d'investissement de Malachi sera là. Je ne peux pas laisser passer l'occasion de réseauter avec ces gars. Cela pourrait faire ma carrière. » Je suis resté assis là, fixant le type qui avait pratiquement vécu dans mon sous-sol, adolescent. « Tu laisses tomber mon mariage pour aller à la fête de ma sœur, pour distribuer des cartes de visite, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. N'en fais pas toute une histoire, et Vendée. Il a esquivé, se mettant sur la défensive. Tu te maries dans une minuscule galerie d'art. Ce n'est pas comme si c'était l'événement de la saison. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais vraiment seul. Ma famille m'avait vendu pour le statut social, et mon meilleur ami m'avait vendu pour un chèque de paie potentiel. J'ai remonté l'allée sans ma famille derrière moi. J'ai souri. J'ai prononcé mes vœux et j'ai dit chaque mot à Kyopi avec sincérité. Mais la trahison était un fantôme hantant la pièce.
Je pensais que le message de 15 000 $ était la pire chose qui pouvait arriver cette nuit-là. Mais, comme je l'ai vite découvert, la véritable profondeur de leur cruauté restait à être révélée. Avez-vous déjà réalisé que les personnes que vous aimez le plus sont essentiellement des étrangers? J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, ignorant le bourdonnement continu. Kyopi m'a serré la main, me tirant vers la piste de danse pour notre première danse. Nous avons valsé au son d'une version acoustique de notre chanson préférée. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, respirant le parfum de son jasmin, essayant de m'ancrer dans le présent. Je voulais que cette nuit soit la nôtre. Je voulais oublier le côté vide de la pièce, mais ma famille avait une manière de s'immiscer, même quand elle était à des kilomètres. Après la danse, je me suis dirigé vers le bar pour nous prendre 2 verres d'eau. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai supposé que c'était une autre demande furieuse de Rowana, prête à me menacer de chantage émotionnel parce que je n'avais pas payé sa précieuse facture de traiteur. Mais la notification sur l'écran n'était pas de ma mère. Elle venait de Béatrix. Béatrix était ma cousine, la seule personne de notre famille élargie qui possédait encore une boussole morale. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements et était actuellement piégée à travailler comme assistante au gala de fiançailles d'Odélia. Nous avions toujours été proches, principalement parce qu'elle aussi voyait clair dans le comportement toxique de Rowana. Son message était simple, « Je suis tellement désolé, et Vendée. Tu dois voir ça. » Une photo était jointe. Je l'ai ouverte et le souffle m'a été violemment coupé. La photo était un cliché spontané d'Odélia. Elle se tenait au centre d'une immense salle de bal opulente, drapée de roses blanches et de lustres en cristal. Elle portait une robe de créateur sur mesure, tenant un verre de champagne, et riant de quelque chose que Gareth disait à côté d'elle. Mais mes yeux ne se sont pas concentrés sur sa robe ou sur mon ex-meilleur ami traître. Mes yeux se sont fixés sur son cou, reposant contre sa clavicule, captant le flash cru des caméras, un collier ras de cou en forme de goutte de diamant. C'était le bijou de famille de ma grand-mère. Lorsque ma grand-mère est décédée il y a 7 ans, elle a laissé un testament très clair et juridiquement contraignant. Elle savait exactement comment Rowana fonctionnait. Elle savait que Rowana thésauriserait tout ce qui avait de la valeur. Ma grand-mère a donc expressément légué ce collier ras de cou en diamant spécifique à moi. Le document stipulait en termes clairs qu'il devait être gardé en fiducie jusqu'au jour de mon mariage, et qu'il devait être porté exclusivement par ma fiancée. 1 mois avant le mariage, j'étais allé chez mes parents pour le demander. Je voulais surprendre Kyopi. Rowana s'était tenue dans la cuisine, sirotant tranquillement son café, et m'avait menti droit dans les yeux. « Oh, et Vendée, c'est tellement dommage », avait-elle dit, sans me regarder. Le coffre-fort est bloqué. Le mécanisme est cassé, et même si nous l'ouvrons, la chaîne est complètement rouillée. Il n'est pas en état pour un mariage. Je le ferai réparer un jour. Je l'avais cru, car qui mentirait sur le dernier vœu d'une grand-mère décédée? Maintenant, en regardant la photo haute résolution sur mon téléphone, la vérité était flagrante. Le coffre-fort n'était pas bloqué. La chaîne n'était pas rouillée. Rowana avait simplement décidé que Kyopi n'était pas digne des diamants de la famille. Elle avait volé mon héritage, le bijou légitime de ma femme, et l'avait drapé autour du cou de l'enfant d'or pour une fête qu'ils avaient abandonné mon mariage pour y assister. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, un calme terrifiant et absolu m'a envahi. C'était comme si mon cœur avait été plongé dans l'eau glacée. La douleur, le désir de leur approbation, le besoin désespéré d'être aimé par eux. Tout cela s'est brisé en 1 million de morceaux irrécupérables. À sa place, une machine froide et calculatrice s'est allumée. J'ai fixé la photo. J'ai zoomé sur les diamants. J'ai zoomé sur le visage suffisant de Gareth. J'ai zoomé sur le sourire arrogant d'Odélia. Il portait mon héritage tout en réclamant 15 000 $ de mon compte bancaire. Kyopi s'est approchée de moi, tenant 2 assiettes de gâteau de mariage. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a posé les assiettes. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé doucement. Je lui ai tendu le téléphone. J'ai regardé ses yeux scanneur l'image. Kyopi connaissait l'histoire du collier. Elle savait à quel point il était important pour moi de respecter le vœu de ma grand-mère. J'ai vu le moment exact où elle a reconnu les diamants. Sa mâchoire s'est serrée. Ses yeux ont brillé d'un feu silencieux et dangereux. Elle t'a menti,
a déclaré Kyopi. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Elle nous l'a volé, ai-je répondu, ma voix sonnant creux, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai éteint mon téléphone, complètement. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste et j'ai regardé ma magnifique nouvelle femme. Ils veulent que nous soyons malheureux aujourd'hui, ai-je dit doucement. Ils veulent que je sois le fils obéissant et frénétique, mendiant leurs miettes et payant leurs factures. Je ne le ferai plus. Nous sommes retournés sur la piste de danse. Nous avons dansé, nous avons ri et nous avons célébré avec les gens qui étaient réellement venus pour nous. Je ne les ai pas laissés voler ma joie cette nuit-là. Mais quand la réception s'est terminée et que nous sommes rentrés à notre hôtel, le vieil Évandé était mort. L'homme qui s'est réveillé le lendemain matin était prêt à parler leur langue, le langage du pouvoir, de l'influence et de la rétribution légale. Avez-vous déjà ressenti le moment exact où votre amour pour quelqu'un s'est transformé en pure glace inaltérée? Le matin après le mariage, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres de notre suite nuptiale semblait différente. Elle était brillante, vive et impitoyable. J'étais assis à la petite table en verre près du balcon, une tasse de café noir à la main. Mon téléphone reposait sur la table, toujours éteint. Je savais que dès que je l'allumerais, les notifications afflueraient comme un tsunami numérique. Kyopi est sortie de la salle de bain, vêtue d'un peignoir blanc moelleux, se séchant les cheveux avec une serviette. Elle m'a regardé, puis le téléphone. « Vas-tu l'allumer » a-t-elle demandé, son ton entièrement neutre. Elle ne me poussait pas. Elle jaugeait simplement ma préparation au combat. J'ai siroté lentement mon café. Oui, mais je ne répondrai pas. Je ne fais que recueillir des données. J'ai maintenu le bouton d'alimentation. Le logo Apple est apparu, puis l'écran a explosé. 112 appels manqués, des dizaines de messages vocaux, un barrage de messages textes, principalement de Rowana, mais quelques-uns de Balthazar et même un d'Odelia. J'ai d'abord ouvert les messages textes. Les messages de Rowana étaient passés de demandes d'argent frénétiques à des attaques dérangées, manipulatives sur le plan émotionnel. Tu ruines la soirée de ta sœur. Comment peux-tu être si égoïste? Ton père est furieux. La famille de Malachi demande où tu es. Tu es une honte absolue pour cette famille. Le message d'Odelia était court et venimeux, merci d'avoir fait pleurer maman lors de ma soirée spéciale, sale égoïste. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas essayé d'expliquer que j'étais littéralement à mon propre mariage. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier protégé par mot de passe sur mon bureau. Je l'ai nommé « l'audit ». J'ai systématiquement pris des captures d'écran de chaque message texte, m'assurant que les horodatages et les noms des contacts étaient clairement visibles. Je les ai enregistrés dans le dossier. Ensuite, je suis allé à mes messages vocaux. Je les ai écoutés sur haut-parleur, laissant le vitriol toxique emplir la chambre d'hôtel silencieuse. Rowana hurlant à propos des 15 000 $. Balthazar exigeant agressivement que je respecte ma mère et vire l'argent immédiatement. J'ai téléchargé les fichiers audio et les ai glissés dans le dossier. Puis, j'ai ouvert le message de Béatrix, la photo haute résolution d'Odelia portant le collier ras de cou en diamant de ma grand-mère. Je l'ai également enregistré, en m'assurant de la sauvegarder sur un serveur cloud sécurisé. Kyopi était assise en face de moi, sirotant son thé, me regardant travailler. La plupart des jeunes mariés passent leur première matinée ensemble, à se prélasser au lit, à parler de l'avenir. Nous étions en train de construire une salle de guerre juridique. « Quel est le plan » a-t-elle demandé doucement. « Veux-tu les affronter? Veux-tu publier la photo en ligne et les démasquer ?» J'ai secoué la tête, mes yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable. Non. Si j'explose maintenant, ils vont simplement manipuler le récit. Rowana versera des larmes de crocodile et dira que je suis un frère instable et jaloux, essayant de ruiner le bonheur d'Odelia. Balthazar me traitera de lunatique. Gareth les soutiendra auprès de quiconque voudra l'écouter. Ils se nourrissent du drame. Ils se nourrissent de mes réactions. Alors, que faisons-nous? A demandé Kyopi, en se penchant. Nous les affamons, ai-je dit, en la regardant. Nous ne leur donnons absolument rien. C'est ce qu'on appelle la méthode du rocher gris. Pas de réponse, pas d'argument, pas de publication sur les réseaux sociaux, un silence complet et absolu. Nous les laissons penser qu'ils s'en sont tirés. Nous les laissons se sentir à l'aise. Kyopi a souri,
un sourire lent et éclatant de ses lèvres, qui m'a fait tomber amoureux d'elle à nouveau. Elle ne m'a pas plaint. Elle ne m'a pas dit d'être la personne la plus grande et de leur pardonner. Elle a compris que le pardon sans responsabilisation n'est qu'une invitation à plus d'abus. Je suis avec toi, Evandé. Quoi que tu aies besoin de faire, je suis juste à tes côtés. J'ai passé le reste de la matinée à bloquer chaque membre de ma famille proche sur mon téléphone et toutes les plateformes de réseaux sociaux. J'ai bloqué Gareth aussi. La seule ligne de communication que j'ai gardée ouverte était une application de messagerie sécurisée, utilisée exclusivement pour parler à Béatrix. Le silence les a rendus fous. Au cours des semaines suivantes, Béatrix a rapporté que Rowena faisait des effondrements absolus. Elle ne supportait pas le fait que son sac de frappe émotionnelle ait simplement disparu. Elle a essayé de se présenter à mon appartement, mais Kyopi et moi avions déjà résilié notre bail et emménagé dans un condominium de luxe de haute sécurité, plus proche du quartier financier. Rowena n'a pas pu dépasser la réception. Il pensait que mon silence était une faiblesse. Il pensait que je faisais la tête et finirais par revenir en rampant, mendiant leur approbation comme je l'avais toujours fait. Mais mon silence n'était pas une retraite. C'était le son d'un prédateur attendant patiemment dans les hautes herbes. Je n'allais pas les combattre avec des cris ou des messages textes mesquins. J'allais les combattre avec la seule chose qu'ils respectaient plus que tout au monde, l'argent, le pouvoir et la loi. Combien de temps pensez-vous qu'un narcissique peut survivre sans quelqu'un à manipuler? 18 mois se sont écoulés. 18 mois de silence absolu, impénétrable. Pendant ce temps, ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer quand je me rapetissais encore pour me fondre dans l'ombre de ma famille. Sans la constante hémorragie de la manipulation émotionnelle de Rowena, sans les remarques condescendantes de Balthazar sapant ma confiance, ma carrière a explosé. Je n'étais plus seulement un analyste. J'avais été promu directeur principal des acquisitions dans ma firme immobilière commerciale. J'étais affamé, d'une précision chirurgicale et impitoyable dans mes négociations. En l'espace d'un an, j'ai conclu avec succès 3 transactions immobilières commerciales majeures au cœur du centre-ville de Chicago. Mes bonus de commission étaient astronomiques. J'ai pris cet argent et l'ai réinvesti massivement dans mon propre portefeuille privé. Au moment où j'ai eu 30 ans, ma fortune personnelle avait dépassé les 4 500 000 $. J'étais officiellement plus riche que Balthazar, et je l'avais fait entièrement par moi-même. Kyopi s'épanouissait également. Elle avait été promue curatrice en chef de l'une des galeries d'art les plus prestigieuses de la ville. Ses expositions attiraient l'élite absolue de la haute société de Chicago. Nous sommes devenus un couple puissant dans des cercles dont ma mère ne pouvait que rêver de lire dans les magazines. Et la belle ironie poétique de tout cela? Les événements de la galerie de Kyopi accueillaient fréquemment les mêmes milliardaires et magnats de l'immobilier que ma famille essayait si désespérément d'impressionner par le mariage d'Odelia. Lors d'un gala de charité à la fin de l'automne, Kyopi m'a présenté une femme vive et incroyablement intelligente, nommée Deline. Deline était une journaliste d'investigation senior pour un magazine lifestyle de renom. Elle couvrait l'excès extrême, les scandales et les drames cachés des ultra-riches. Nous avons tout de suite accroché. Je ne lui ai pas révélé mon plan directeur cette nuit-là, mais je me suis assuré que nous échangions nos numéros. Je savais que sa plume était plus acérée que n'importe quel couteau. Plus tard ce même soir, je me suis retrouvé au bar à cocktail, tenant un verre de bourbon coûteux. Un homme plus âgé et distingué s'est approché de moi et a commandé un scotch. Je l'ai reconnu instantanément grâce au profil de l'industrie. C'était l'un des principaux partenaires en capital du conglomérat immobilier de Malachi, la même firme où mon ex-meilleur ami Gareth essayait actuellement de gravir les échelons. Je me suis présenté. Nous avons parlé des tendances du marché, des taux d'intérêt et des lois de zonage commercial. Au bout des 20 minutes de conversation, il me remettait sa carte de visite privée. Profondément impressionné, il ne savait pas que j'étais le frère dont le mariage avait été saboté de la fille qui épousait le fils de son patron. Pour lui, j'étais juste Evandé, l'étoile montante de l'immobilier de Chicago. Mon empire était bâti. J'avais l'argent, les connexions et la confiance inébranlable qui vient du fait de savoir exactement qui l'on est. Et, juste au moment où j'atteignais le sommet, l'univers m'a offert l'occasion parfaite de frapper. Béatrix m'a envoyé un message sur notre application sécurisée. C'était un long paragraphe, dégoulinant d'épuisement et de dégoût. Evandé, la planification du mariage est un cauchemar. Odelia exige une cérémonie de 250 000 $. Malachi paie,
mais il est extrêmement strict quant au budget et à l'image. Il déteste tout ce qui semble de mauvais goût ou scandaleux. Mais voici le coup de maître, ils ont réservé le lieu. Ils se marient au pavillon de verre. J'ai fixé l'écran, un sourire lent et dangereux se répandant sur mon visage. Le pavillon de verre était un complexe hôtelier de luxe légendaire, ultra exclusif, situé sur une péninsule privée en dehors de la ville. Il était célèbre pour ses murs de verre donnant sur le lac Michigan et ses mesures de sécurité draconiennes. C'était le lieu le plus difficile à réserver de l'État. Mais je connaissais le directeur général du pavillon de verre. En fait, 3 mois auparavant, j'avais personnellement négocié une énorme faille fiscale de zonage qui avait fait économiser des millions de dollars à sa société mère. Il me devait une faveur professionnelle très significative. J'ai répondu à Béatrix, finalise-t-il le look de la mariée? Elle a répondu instantanément, oui, Rowana se vante à tout le monde qu'Odelia portera les diamants de la famille, le collier ras de cou en diamant. Elle pense en fait qu'il lui appartient de le donner. J'ai fermé l'application, le sourire ne quittant jamais mon visage. Les pièces n'étaient plus seulement en train de se mettre en place. Elles s'emboîtaient comme un piège en acier. Ma sœur était sur le point d'organiser un mariage de 250 000 $, financé par un milliardaire strict, dans un lieu géré par un homme qui me devait sa carrière. Et elle prévoyait de faire tout cela en portant un bijou volé qui appartenait légalement à ma femme. La scène était parfaitement préparée, mais j'avais besoin d'une preuve irréfutable de plus. J'avais besoin de preuves que Rowana savait exactement ce qu'elle faisait. Croyez-vous au karma, ou croyez-vous que parfois, il faut devenir le karma soi-même? Pour exécuter une action juridique impeccable, on ne peut pas se fier uniquement aux arguments émotionnels. Il faut des papiers. Des papiers froids, concrets et signés. Je savais qu'un collier ras de cou en diamant de cette magnitude, évalué à facilement plus de 100 000 $, ne pouvait pas simplement être sorti d'un coffre de banque et exhibé lors d'un mariage de la haute société sans d'énormes responsabilités en matière d'assurance. La famille de Malachi était paranoïaque concernant la sécurité. Ils auraient exigé une preuve d'assurance pour tout bijou de grande valeur porté sur la propriété. J'ai appelé Béatrix. Écoute-moi attentivement, ai-je dit, arpentant mon bureau, surplombant la skyline de Chicago. J'ai besoin que tu trouves les formulaires d'évaluation d'assurance pour le collier. Rowana a dû signer quelque chose pour le faire assurer au nom d'Odelia pour l'événement. Trouve-le, photographie-le et envoie-le-moi. Ne te fais pas prendre. Béatrix savait passer inaperçue. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré. C'était une photographie claire, parfaitement éclairée, d'un formulaire d'affectation de responsabilité temporaire. J'ai lu le document. C'était magnifique. Rowana avait signé son nom sur la ligne pointillée, déclarant légalement qu'elle était la dépositaire actuelle du bijou et qu'elle transférait temporairement la possession à Odelia pour le jour du mariage. Mais, juste là, dans les petits caractères de l'annexe d'évaluation, l'acte de propriété original était référencé. Il citait la fiducie de ma défunte grand-mère. Rowana avait falsifié une réclamation de garde. Elle l'avait mis par écrit. C'était une fraude classique. J'ai imprimé le document, les placé dans un élégant dossier en cuir et les posé sur mon bureau en acajou. Le piège était entièrement armé. La semaine suivante, j'ai assisté à un séminaire financier de haut niveau en ville. La salle était bondée de courtiers, d'analystes et de gestionnaires de patrimoine. Alors que je me dirigeais vers le buffet déjeunatoire traiteur, une voix a prononcé mon nom. Et Vendée. Waouh, regarde-toi. Je me suis tourné lentement. C'était Garrett. Il portait un costume visiblement trop serré, une tentative désespérée de paraître à sa place dans les plus hautes sphères. Ses cheveux étaient gominés et il avait ce même sourire arrogant et insupportable qu'il portait le jour où il m'avait abandonné au bar. J'ai gardé mon visage parfaitement impassible. Garrett. Il m'a regardé de haut en bas, essayant clairement d'évaluer mon succès. Oui, j'ai entendu dire que tu avais déménagé en ville. Ça va pour toi? Je vais bien, ai-je répondu, ma voix dépourvue de toute émotion. Il a bombi le torse, se penchant plus près. Oui, eh bien, les choses sont folles pour moi en ce moment. Je suis le principal garçon d'honneur pour le mariage d'Odelia le mois prochain. Tu sais, le fils de Malachi, ça va être l'événement de la décennie. 250 000 $ minimum. La liste des invités est folle. La moitié des politiciens de l'État seront là.
Il essayait de me rendre jaloux. Il voulait que je réagisse. Il voulait que j'aie l'air triste, pathétique et exclu. J'ai juste souri, un sourire lent et glaçant qui n'atteignait pas mes yeux. C'est ça, ai-je demandé en douceur. Assure-toi de prendre beaucoup de photos, Gareth. J'ai le sentiment que ce sera une journée inoubliable. Son sourire s'est estompé pendant une fraction de seconde, déconcerté par mon calme absolu. Ouais, bien sûr, mec. À plus tard. Il s'est précipité pour apporter un café à un courtier senior. Je l'ai regardé partir, ressentant un profond sentiment de pitié mêlé d'anticipation. Gareth pensait qu'il surfait sur la vague des milliardaires pour atteindre le sommet. Il ne réalisait pas qu'il était attaché à l'avant d'un train se dirigeant droit vers un mur de béton. Cet après-midi-là, j'ai appelé Casimir. Casimir était un avocat tenace de 45 ans, spécialisé dans le droit des successions pour les personnes fortunées et le recouvrement agressif d'actifs. Il était vif, impitoyable et il ne perdait jamais. Je me suis assis dans son bureau opulent, faisant glisser le dossier en cuir sur son bureau. Il contenait le testament, les messages textes, les messages vocaux, la photographie d'Odélia portant le collier, et le document d'assurance falsifié que Béatrix avait obtenu. Casimir a ajusté ses lunettes et a passé 10 minutes à lire le dossier en silence total. Quand il a finalement levé les yeux, il brillait de l'excitation de la chasse. Il prévoit d'exposer des actifs volés et légalement contestés lors d'un événement de plusieurs millions de dollars, hautement médiatisé, a résumé Casimir, tapotant son stylo de luxe sur le bureau. C'est incroyablement stupide de leur part. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, croisant les jambes. Je ne veux pas les poursuivre discrètement après coup, Casimir. Je veux récupérer le collier, et je veux qu'il soit récupéré au moment exact où cela causera le maximum de dommages collatéraux. Casimir a souri, un éclair prédateur dedans. Nous allons signifier un ordre de cessation et d'abstention, accompagné d'une ordonnance de revendication d'urgence, directement à la direction du lieu. Pas à votre famille, au lieu. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement. Si le lieu permet l'exposition de biens volés, ils perdent leur assurance. Exactement, a dit Casimir. Ils seront forcés de dépouiller la mariée du bijou avant même qu'elle ne remonte l'allée, ou ils annuleront le mariage sur le champ. C'était parfait. Ils avaient choisi une fête de 100 000 $ plutôt que mon mariage. Maintenant, j'allais faire exploser leur mariage de 250 000 $ avec un seul morceau de papier. Si cette histoire vous a accroché et que vous aimez voir des personnes toxiques être déjouées, veuillez soutenir. Appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire, en me disant de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Votre interaction aide à diffuser ces histoires à plus de personnes qui ont besoin de les entendre. La beauté de la loi est qu'elle ne se soucie pas de vos sentiments. Elle ne se soucie pas si vous êtes l'enfant d'or. Elle ne se soucie pas si vous faites des caprices pour obtenir ce que vous voulez. Et elle ne se soucie certainement pas si vous essayez d'impressionner un milliardaire. La loi ne se soucie que de ce qui peut être prouvé sur papier. Et grâce à l'arrogance de Rowena, j'avais une montagne de papier. Casimir et moi avons passé les jours suivants à construire un dossier en béton. Nous ne préparions pas seulement une simple poursuite en justice à déposer après coup. Cela aurait donné à ma famille le temps de cacher le collier, de le vendre, ou de m'entraîner dans une bataille judiciaire brutale de plusieurs années, remplie de guerres émotionnelles. Je ne voulais pas une guerre prolongée. Je voulais une exécution publique et dévastatrice de leur façade. Nous avons rédigé une ordonnance de revendication d'urgence. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le droit du recouvrement d'actifs, une ordonnance de revendication est un mandat légal spécialisé qui permet au propriétaire légitime d'un bien de le saisir immédiatement s'il est détenu illégalement, surtout s'il existe un risque que le bien soit endommagé, perdu ou déplacé d'un état à l'autre. Mais le véritable coup de génie de Casimir résidait dans la cible de l'ordonnance. Nous n'allons pas la signifier à votre mère, a expliqué Casimir, ses doigts traçant le bord du document imprimé. Si nous la lui signifions, elle hurlera, pleurera et fera une scène, mais elle pourrait quand même refuser de le remettre. Au lieu de cela, nous la signifierons directement à la direction générale du pavillon de verre. J'ai souri, comprenant immédiatement l'effet de levier. Les lieux de luxe comme le pavillon de verre opèrent sous d'énormes polices d'assurance de plusieurs millions de dollars. Ils accueillent des événements avec des œuvres d'art inestimables, des bijoux coûteux et des invités de marque. Leurs contrats d'assurance contiennent des clauses strictes de moralité et de responsabilité.
Si la direction du lieu est informée que des biens volés ou légalement contestés sont hébergés ou exposés dans leurs locaux et qu'elle ne fait rien, leur couverture d'assurance peut être instantanément annulée. S'ils perdent leur assurance, a poursuivi Casimir, sa voix baissant pour prendre un ton sérieux et clinique, ils ne peuvent légalement pas organiser le mariage. La responsabilité est trop massive. Si quelqu'un trébuche et tombe, le lieu est en faillite. Au moment où le directeur général voit ces documents, il aura exactement deux choix, soit il force la mariée à retirer le collier volé, soit il annule immédiatement l'intégralité du mariage de 250 000 $. C'était un coup de maître. J'utilisais l'institution même de leur rêve de haute société contre eux. Avec le piège juridique armé et prêt, j'ai fait mon prochain mouvement. J'ai appelé Deline, la journaliste d'investigation lifestyle que j'avais rencontrée à la galerie de Kyopi. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un café discret près de la rivière. Je ne lui ai pas donné le dossier entier, mais je lui en ai donné assez pour faire chanter le sang d'un journaliste. Je lui ai parlé d'un mariage très en vue se déroulant au pavillon de verre. Je lui ai dit que la mariée, se mariant dans l'empire immobilier de Malachi, allait porter un collier ras de cou en diamant à couper le souffle. Et puis, j'ai glissé une copie du testament de ma grand-mère et le document d'assurance falsifié sur la table. Je réclame légalement ce collier le jour du mariage, lui ai-je dit doucement, la regardant écarquiller les yeux alors qu'elle scannait les documents. Cela va se passer juste avant qu'elle ne remonte l'allée. Si vous voulez l'histoire exclusive du drame discret derrière le mariage le plus cher de l'année, je vous suggère d'avoir un photographe posté près des fenêtres de la suite nuptiale, à 15 heures précises. Delphine m'a regardé, un sourire vif et prédateur se répandant sur son visage. C'est incroyable, a-t-elle chuchoté. Malachi est obsédé par l'image impeccable de sa famille. Un scandale impliquant des bijoux volés lors du mariage de son fils? Cela va provoquer des ondes de choc sur la rive nord. Je serai là. Tout était en place. Les documents étaient signés. L'avocat était engagé. La presse était prévenue. J'avais construit une cage parfaite et inéluctable pour les personnes qui m'avaient traité comme des ordures toute ma vie. Pour la première fois en 29 ans, j'ai dormi paisiblement toute la nuit. Je n'ai pas rêvé de siège vide à mon mariage. Je n'ai pas rêvé de demande de 15 000 $. J'ai rêvé de justice, froide et absolue. Avez-vous déjà construit un piège si parfait que tout ce que vous aviez à faire était de vous asseoir et de regarder la proie y entrer directement? Le jour du mariage d'Odelia est arrivé. Le ciel au-dessus de Chicago était d'un bleu éclatant, sans nuages, le genre de temps parfait pour lequel les organisateurs d'événements prient. Le pavillon de verre était situé sur un domaine privé impeccablement entretenu, surplombant les eaux scintillantes du lac Michigan. C'était une forteresse d'exclusivité. Selon Béatrix, qui courait alors dans le lieu avec un presse-papier, les arrangements floraux seuls avaient coûté 40 000 $. Des milliers d'orchidées blanches rares avaient été importées pour draper les lustres en cristal. Je n'étais pas là, bien sûr. J'étais assis dans le salon de mon appartement terrasse, portant un pull en cachemire confortable, regardant la skyline de la ville. Le disque de jazz tournant sur la platine procurait un rythme calme et régulier. Kyopi était assise sur le canapé, lisant un livre, levant occasionnellement les yeux pour me donner un sourire entendu. Sur la table basse en verre devant moi reposait une bouteille de bourbon importée de 20 ans d'âge, 2 lourds verres en cristal et mon téléphone portable. Il était 14h30. La cérémonie devait commencer précisément à 16h. Mon téléphone a vibré. C'était un message sécurisé de Béatrix. Les invités VIP arrivent, a-t-elle écrit. Malachi est dans le hall principal, serrant la main du gouverneur. Rowana se promène comme si elle était chez elle, se vantant à qui veut l'entendre des diamants de famille qu'Odelia porte. Odelia est dans la suite nuptiale, terminant son maquillage. Le photographe est sur le point de faire les portraits de première rencontre. J'ai versé une mesure de bourbon dans mon verre. Le liquide ambré brillait au soleil. Gareth est-il arrivé? Ai-je tapé en réponse. Oh oui, a répondu Béatrix instantanément. Il se pavane dans un smoking sur mesure, essayant de donner sa carte de visite aux partenaires exécutifs de Malachi. Il a l'air ridicule. J'ai ricané doucement, prenant une lente gorgée de bourbon. La sensation était douce et incroyablement satisfaisante. L'arrogance de ces gens était vraiment stupéfiante. Ils dansaient au bord d'une falaise, complètement aveugles au vide en dessous. À 14h45, j'ai envoyé un message à Casimir.
Êtes-vous en position? Casimir a répondu 1 minute plus tard, nous approchons des portes principales maintenant. J'ai 2 agents de sécurité privés avec moi. Nous portons des costumes d'entreprise standard. La sécurité pense que nous sommes des auditeurs d'entreprise pour la société mère du lieu. Nous nous dirigeons directement vers le bureau du directeur général. Le compte à rebours avait officiellement commencé. J'ai pris mon téléphone et appelé Béatrix. Je ne voulais pas lire les conséquences. Je voulais les entendre en temps réel. Béatrix a répondu dès la première sonnerie. Sa voix était un murmure étouffé. Je suis caché dans le placard à fourniture juste à côté de la suite nuptiale. La porte est entr'ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Garde la ligne ouverte, ai-je doucement instruit. Mets ton téléphone dans ta poche et laisse-moi juste écouter. J'ai entendu le froissement de tissu alors qu'elle cachait le téléphone. À travers la ligne ouverte, j'ai pu entendre les sons ambiants de la suite nuptiale, le doux claquement des bouchons de champagne, les rires nerveux et aigus des demoiselles d'honneur, la voix forte et autoritaire de Rowena, aboyant des ordres à la maquilleuse. Ne bouge pas, Odélia, a commandé Rowena. Laisse la lumière capter les diamants. Oh, c'est juste parfait. Tu as l'air d'une véritable reine. La famille de Malachi va être tellement impressionnée. Nous sommes enfin à notre place. J'ai pris une autre gorgée de mon bourbon, me penchant en arrière contre le fauteuil en cuir. C'était presque triste de voir à quel point ma mère était désespérée de validation de la part de personnes qui la considéraient comme rien de plus qu'une paysanne divertissante. L'horloge sur mon mur avançait vers l'heure. 14h55. 14h58. 14h59. À 15h précises, l'atmosphère dans la suite nuptiale a violemment changé. À travers le téléphone, j'ai entendu un coup lourd et autoritaire à la porte de la suite. Ce n'était pas le léger tapotement d'un serveur ou d'une demoiselle d'honneur. C'était le son de quelqu'un qui exigeait une entrée immédiate. Oui, qu'est-ce que c'est? A demandé Rowena, sa voix empreinte d'une irritation soudaine. La porte s'est ouverte. J'ai entendu la voix frénétique et tremblante du directeur général du lieu. Madame Harper, mademoiselle Harper, je suis tellement désolé de vous déranger, mais nous avons une urgence extrême. Vous devez libérer la pièce. Tout le monde, sauf la mariée et ses parents, doit partir immédiatement. Il y a eu un chœur de murmures confus des demoiselles d'honneur. Excusez-moi, a exigé Rowena, son ton devenant complètement strident. Avez-vous perdu la tête? Ma fille se marie dans 1 heure. Nous ne libérons la pièce pour rien. Savez-vous qui paie pour cela? Je sais exactement qui paie pour cela, madame, a coupé une nouvelle voix. Elle était profonde, calme et absolument intransigeante. C'était Casimir. Mais malheureusement, votre soutien financier ne peut pas annuler une ordonnance fédérale de revendication. Le silence qui a suivi était absolu. À travers la ligne téléphonique, j'ai presque pu sentir l'oxygène être aspiré de la pièce. La bombe avait explosé. Qui diable êtes-vous? A hurlé Rowena, la panique transperçant enfin sa façade arrogante. Sécurité, sortez cet homme d'ici. Je suis Casimir Vance, associé gérant chez Vance et Associés, spécialisé dans le recouvrement d'actifs de grande valeur, a annoncé Casimir, sa voix résonnant clairement à travers le téléphone caché de Béatrix. Je suis ici pour représenter Monsieur Evander Harper et je suis accompagné par le directeur général de cet établissement, car nous avons un très grave problème juridique. J'ai entendu Odélia halter. Evander, de quoi parle-t-il? Maman, qu'est-ce qui se passe? Casimir ne leur a pas laissé une seconde pour respirer. Il a tourné son attention directement vers le directeur général. Comme nous venons d'en discuter dans votre bureau, monsieur, le collier ras de cou en diamant reposant actuellement sur le cou de la mariée est la propriété légale et documentée de mon client. Il a été volé à sa fiducie d'héritage. Je vous ai fourni le testament original, l'acte de propriété légale et un document d'assurance falsifié, signé par Rowena Harper. C'est un mensonge, a hurlé Rowena. C'est un bijou de famille. Il m'appartient de le donner. Ce n'est pas un mensonge, madame, a balbutié le directeur général, sa voix vibrant d'une terreur absolue. Les documents légaux sont indiscutables. Madame Harper, vous avez introduit des biens volés dans le pavillon de verre. Vous avez commis une fraude à l'assurance pour le faire passer nos protocoles de sécurité. Et alors, a crié Odélia, sa voix tremblante.
C'est juste un collier. Mon mariage est dans 1 heure. Mademoiselle Harper, a plaidé le manager, l'air d'être au bord des larmes. Notre police d'assurance d'entreprise interdit explicitement l'hébergement d'actifs contestés ou volés. Si vous remontez cette allée en portant ce collier, mon lieu perd instantanément sa couverture de responsabilité de 50 millions de dollars. Si quelqu'un trébuche, si une bougie tombe, si un traiteur se brûle, nous sommes personnellement responsables. Je ne peux pas le permettre. Alors nous allons juste le payer, a hurlé Rowena désespérément. Et vendez, nous allons acheter cette stupide chose. Ce n'est pas à vendre, a répondu Casimir froidement. Mon client exige le retour immédiat de sa propriété. Voici vos options, a interrompu le directeur général, son ton passant de la peur à l'autopréservation. Soit vous retirez ce collier tout de suite et le remettez à cet avocat, soit je coupe le courant de la salle de bal, retire le personnel traiteur et annule tout cet événement. Non, a hurlé Odelia. Un grand fracas a résonné à travers le téléphone, alors que quelque chose de lourd, probablement un miroir de maquillage, était jeté contre le mur. Vous ne pouvez pas faire ça. Malachi est là. Tout son conseil d'administration est là. Savez-vous comme c'est humiliant? Soudain, une nouvelle voix est entrée en jeu. C'était Garrett. Il avait dû se précipiter du couloir en entendant les cris. Et, reculez, a crié Garrett, essayant d'avoir l'air d'un héros dur et autoritaire. Vous ne pouvez pas entrer ici et menacer la mariée. Je travaille pour la firme de Malachi. Je vous ferai détruire. À travers le téléphone, j'ai entendu Casimir laisser échapper un petit rire grave et sombre. J'espérais que vous vous manifesteriez, monsieur Sullivan. Mon client a mentionné que vous pourriez essayer de jouer le chevalier blanc. De quoi parlez-vous, a exigé Garrett, bien que sa voix ait légèrement tremblé. Le ton de Casimir est devenu d'une précision chirurgicale. Mon cabinet a effectué une vérification d'antécédents standards sur toutes les parties impliquées dans ce litige. Il s'avère, Garrett, que vous êtes actuellement noyé sous 90 000 $ de dettes de cartes de crédit à taux d'intérêt élevés. Dettes que vous avez accumulées en essayant d'acheter des costumes de créateurs et des voitures de luxe pour impressionner les cadres de la firme de Malachi. J'ai les documents financiers publics juste ici dans ma mallette. Voudriez-vous que j'aille dans le hall principal et que je remette ces documents à Malachi en personne? Parce que je suis sûr qu'un magnate de l'investissement milliardaire aimerait savoir que le meilleur homme de son fils est un fraudeur financier. Un silence de mort. Le fait que la bravade de Garrett s'évaporait était palpable. J'imaginais la couleur lui quittant complètement le visage. Il n'a pas dit un mot de plus. Il a juste reculé. Enlève-le, Odelia. Balthazar a finalement parlé, sa voix lourde de défaite et d'humiliation. Enlève juste cette putain de chose. Non, a-t-elle sangloté hystériquement. Ça ruine la robe. Ça ruine le décolleté. Et Vendée est un monstre. Enlève-le, ou j'annule le mariage, a hurlé le manager, perdant finalement son sang-froid. J'ai entendu le léger clic métallique du fermoir du collier s'ouvrant, suivi du doux bruit sourd de lourds diamants tombant dans une boîte à bijoux en velours. Merci de votre coopération, a dit Casimir en douceur. La boîte s'est refermée. Au même moment, Béatrix m'a envoyé un message sur l'autre ligne. Elle regardait par la fenêtre. Le photographe de Delphine vient d'avoir le cliché. Odelia est debout près de la fenêtre, sanglotant, le cou complètement nu, pendant que Casimir est sorti avec la boîte. J'ai mis fin à l'appel, j'ai pris mon verre de bourbon et j'ai pris une longue gorgée victorieuse. Le roi était mort. Le château était tombé. Merci beaucoup d'être resté avec cette histoire jusqu'ici. Si vous aimez ce règlement de compte satisfaisant, laissez le mot « bien » dans les commentaires. C'est un petit badge d'honneur et je mettrai personnellement un « j'aime » et répondrai à chacun de vous qui le laissera. Les conséquences immédiates de la confrontation dans la suite nuptiale ont été exactement le genre d'humiliation chaotique que ma famille méritait. Odelia a quand même remonté l'allée, mais son mariage de 250 000 $ était fondamentalement brisé. Ses yeux étaient gonflés et rouges d'avoir pleuré. Sa robe coûteuse et sur mesure paraissait ostensiblement vide autour du décolleté, attirant des questions chuchotées de chaque invité. Mais la véritable dévastation n'a frappé que le lendemain matin. À cette heure précise, le dimanche matin, l'article de Deline a été mis en ligne sur la page d'accueil de la publication Lifestyle de luxe la plus lue de la ville.
Le titre était d'une précision dévastatrice, les diamants empruntés d'un mariage à $250 000, comment une mariée de la haute société a été dépouillée de bijoux volés quelques minutes avant l'hôtel. Delphine n'a pas fait de commentaire. Elle n'a pas insulté ma famille. Elle a simplement exposé les faits froids et concrets. Elle a publié des citations du dossier juridique public. Elle a résumé les clauses du testament de ma grand-mère et, le coup fatal absolu, elle a inclus la photographie du document d'assurance falsifié portant la signature de Rowena, juste à côté de la photo d'Odélia pleurant à la fenêtre, le cou nu. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles d'élite de Chicago et de la Rive-Nord. À midi, elle avait été reprise par 3 autres grands médias de potins et de société. Pour une famille dont toute l'existence tournait autour de l'image publique et de l'ascension sociale, c'était une frappe nucléaire. Béatrix me tenait informé via notre chat sécurisé. Ces messages arrivaient en rafales rapides et joyeuses. Malachi est complètement en train de perdre la tête, a-t-elle envoyé par message le lundi après-midi. Il déteste les scandales publics. Il a l'impression que le nom de sa famille a été traîné dans la boue en s'associant à de simples voleurs. Qu'a-t-il fait, ai-je demandé, tapant les mots avec une immense satisfaction. Il a convoqué une réunion d'urgence avec ses avocats, a répondu Béatrix. Il a forcé Odélia et son fils à signer un accord post-nuptial agressif. C'est brutal, et vendé. Elle n'a absolument aucun accès à la fiducie familiale, aucun droit de propriété. Elle est essentiellement sous une stricte allocation mensuelle et, si elle demande le divorce, elle repart avec absolument rien. Elle est passée de l'idée qu'elle était la femme d'un milliardaire à une stagiaire non rémunérée glorifiée, avec une bague de fantaisie. Le rêve de ma mère de richesse et de pouvoir illimité s'était évaporé du jour au lendemain. Odélia était piégée dans une cage dorée, complètement à la merci d'un beau-père qui la considérait désormais avec un mépris absolu. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Les conséquences pour Gareth furent encore plus rapides. Les cadres de la société d'investissement de Malachi n'ont pas apprécié le fait que leur plus jeune courtier junior soit publiquement associé à un scandale de fraude humiliant. Les rumeurs de sa dette de carte de crédit paralysante, déclenchée par la menace de Casimir dans la suite nuptiale, circulaient rapidement dans le bureau. Dans le monde financier à enjeux élevés, être fauché et désespéré est le signal d'alarme ultime. On ne peut pas vous confier la gestion de millions de dollars si vous êtes noyé de dettes pour acheter de fausses ceintures Gucci. Le mercredi matin, Gareth a été convoqué au RH. Il a été licencié discrètement, escorté hors du bâtiment par la sécurité, tenant une seule boîte en carton de ses affaires. Sa carrière dans la haute finance était complètement anéantie. Pendant ce temps, mes parents sont devenus des parias sociaux. Le country club où Rowena avait passé des années à essayer d'entrer a mystérieusement perdu sa candidature. Les conseils d'administration de charité qu'elle tentait désespérément de rejoindre ont cessé de lui rendre ses appels. Les gens de ces cercles ne se soucient pas que vous soyez impitoyable, mais ils détestent absolument quand vous êtes désordonné et pauvre. Et ma famille avait prouvé être les deux. Ils avaient choisi de m'abandonner à l'hôtel pour goûter à la haute société. Maintenant, la haute société les mâchait et les crachait sur le trottoir. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas donné d'interview. J'ai simplement pris la boîte en velours que Casimir m'a rapportée, l'ai ouverte et j'ai regardé les diamants scintillants. Ils étaient en sécurité. L'héritage de ma grand-mère était en sûreté, attendant la femme qui les méritait vraiment. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que le désespoir ne pousse mes parents à ma porte. Quand vous privez un narcissique de son pouvoir, de son argent et de son public, il reviendra toujours vers la seule personne qu'il pense pouvoir manipuler. Mais ils étaient sur le point de découvrir que le fils qu'ils connaissaient n'existait plus. 3 jours après la parution de l'article, le concierge de la réception de mon immeuble de condominium de luxe de haute sécurité a appelé mon téléphone. « Monsieur Harper », a dit le concierge, son ton parfaitement professionnel mais légèrement tendu. « Il y a un monsieur et madame Harper dans le hall. Ils affirment être vos parents. Ils insistent beaucoup pour monter à votre résidence. » J'étais dans ma cuisine, versant une tasse de café frais. Kyopi était assise à l'îlot, examinant un catalogue pour une prochaine exposition d'art. Je l'ai regardée et elle m'a donné un lent hochement de tête encourageant. « Dites-leur que je vais descendre », ai-je répondu. « Ne les laissez pas passer les tourniquets de sécurité. » J'ai pris mon temps. J'ai fini mon café. J'ai ajusté les poignets de ma chemise sur mesure. Je voulais qu'ils attendent.
Je voulais qu'il reste debout dans le vaste hall d'entrée tapissé de marbre d'un immeuble qu'il ne pourrait jamais se permettre, ressentant le poids du fossé énorme qu'ils avaient créé entre nous. Quand je suis finalement sorti de l'ascenseur privé et que je suis entré dans le hall, je ne les ai presque pas reconnus. L'aura arrogante et intouchable qu'ils avaient portée pendant 29 ans était complètement disparue. Rowana avait vieilli. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés, et elle serrait son sac à main de créateur comme une bouée de sauvetage. Balthazar se tenait à côté d'elle, l'air rapetissé, les épaules affaissées de défaite. Il ressemblait à deux personnes désespérées qui venaient de réaliser que le pont qu'ils avaient brûlé était le seul moyen de quitter une île en train de couler. Évandé, halta Rowana, s'avançant comme pour me serrer dans ses bras. J'ai arrêté de marcher, gardant 10 pieds de distance solide entre nous. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je les ai juste regardés avec la curiosité détachée d'un étranger. Rowana a laissé tomber ses bras, ses yeux se remplissant de larmes frénétiques. Évandé, s'il te plaît, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu appelles cette journaliste et que tu lui dises que c'était un énorme malentendu. Dis-lui que tu nous avais donné la permission d'emprunter le collier et que tu l'avais oublié. Je l'ai fixé. L'audace était presque à couper le souffle. Même maintenant, complètement détruite, son premier instinct fut de me demander de mentir pour protéger son image. Malachi est furieux, a ajouté Balthazar, sa voix tremblante. Il coupe les vivres à Odélia. Nos amis ne nous regardent même plus à l'épicerie. Tu as fait passer ton message, fils. Tu as eu ta vengeance. Maintenant, s'il te plaît, arrange ça. Vous êtes la famille. La famille, ai-je répété, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Oui, la famille, a pleuré Rowana, s'approchant. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Tu ne peux pas juste détruire la vie de ta sœur pour un bijou. Il n'a jamais été question du bijou, maman, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Il a été question des 40 sièges vides à mon mariage. Il a été question du fait que tu m'as menti droit dans les yeux, as volé mon héritage, et l'as donné à ton enfant préféré pour que tu puisses jouer à faire semblant avec des milliardaires. Ils n'ont pas eu de réponse à cela. Balthazar a regardé le sol de marbre. Les lèvres de Rowana tremblaient. Évandé, nous sommes désolés, a-t-elle chuchoté, essayant de forcer un sanglot. Nous avons eu tort. Juste, s'il te plaît, publie une déclaration. Sauve-nous. J'ai regardé les deux personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir invisible. J'ai pensé au petit garçon qui voulait juste que son père soit fier de sa première voiture. J'ai pensé à l'étudiant noyé de dettes pendant que sa sœur faisait un voyage en sac à dos à Paris. Et j'ai pensé au marié se tenant à l'hôtel, réalisant qu'il était entièrement seul. J'ai tendu la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapoté l'écran plusieurs fois, affichant la capture d'écran du message texte qu'elle m'avait envoyé la nuit de mon mariage. J'ai tenu l'écran de manière à ce qu'elle puisse le voir. Te souviens-tu de ça, ai-je demandé doucement. Rowana a plissé les yeux vers l'écran, son visage se vidant de toute couleur restante. Je me fiche de ce que tu fais, ai-je lu à voix haute, ma voix résonnant légèrement dans le vaste hall. L'équipe de traiteurs veut 15 000 $. Passe ta carte et paie-les tout de suite. Ne laisse pas la famille de Malachi nous juger. J'ai baissé le téléphone et les regardé droit dans les yeux. Tu as exigé que je paie 15 000 $ la nuit de mon mariage pour sauver ta réputation. Eh bien, maman, considère ta réputation officiellement achetée. Le prix était tout ce que tu avais construit. C'était une bonne affaire. Évandé, appelé des Balthazar, faisant un pas en avant. Tu ne peux pas être si cruel. Je ne suis pas cruel, Balthazar, ai-je répondu, mon ton plat est définitif. Je ferme simplement le compte. Vous avez découvert ma bonne volonté pendant 29 ans. Je n'ai plus rien à vous donner. Je me suis retourné et je suis retourné vers l'ascenseur privé. Évandé, a hurlé Rowana, sa voix se brisant de pur désespoir. Évandé, reviens ici. Tu nous dois ça. Les gardes de sécurité se sont déplacés avec fluidité, bloquant son chemin. Je suis entré dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton de l'appartement terrasse, et j'ai regardé les lourdes portes d'acier se refermer, coupant complètement le son de ses pleurs. C'était fini. J'étais enfin vraiment libre. Un an s'est écoulé depuis la confrontation dans le hall. La poussière est retombée,
Les titres ont disparu, et le monde a continué sa course, comme il le fait toujours. Mais le paysage de ma vie avait été définitivement modifié, entièrement pour le mieux. Je n'ai plus jamais parlé à Rowena, Balthazar ou Odélia. Des rares nouvelles que Béatrix me donnait occasionnellement, je savais que leur vie restait un désordre fragmenté. Odélia était piégée dans un mariage sans amour, lourdement surveillée, terrifiée à l'idée de déborder et de perdre son allocation de son beau-père draconien. Mes parents ont vendu leur maison de banlieue et ont réduit leur train de vie, incapables de maintenir la mascarade de la richesse sans les connexions milliardaires promises par Odélia. Et Gareth? Il a déménagé dans un autre état, travaillant à un emploi de cadre intermédiaire, fuyant à jamais le fantôme de sa réputation ruinée. Ils sont devenus des contes édifiants, des fantômes d'un passé que je ne me souciais plus de visiter. Ma réalité était bien différente. Le soir de notre premier anniversaire de mariage, Kyopi a organisé sa plus grande exposition d'art à ce jour. La galerie était située au cœur de la ville, brillant d'une lumière chaude et sophistiquée. Les murs étaient tapissés d'œuvres d'art modernes à couper le souffle. Et la pièce était remplie de vrais amis, de collègues respectés et de gens qui nous appréciaient pour ce que nous étions, non pas pour ce que nous pouvions faire pour eux. Je me tenais vers le fond de la pièce, tenant un verre de champagne, observant ma femme. Elle parlait à un groupe de critiques d'art, riant facilement, rayonnant d'un pouvoir tranquille et indéniable. Elle portait une élégante robe noire minimaliste. Et reposant parfaitement contre sa clavicule, captant les lumières de la galerie et les réfractant en mille étincelles brillantes, se trouvait le collier ras de cou en forme de goutte de diamant, le collier de ma grand-mère. Il avait exactement l'apparence qu'il devait avoir. Non pas comme un accessoire volé utilisé pour impressionner des étrangers, mais comme un symbole profondément chéri d'amour, d'héritage et de survie. Kyopi m'a interpellé du coin de l'œil, de l'autre bout de la pièce. Elle s'est excusée de la conversation et s'est approchée de moi, passant ses bras autour de ma taille. Elle a levé les yeux, ses yeux bruns brillants de bonheur. « Tu es incroyable », lui ai-je dit, brossant doucement une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Elle a souri, tendant la main pour toucher légèrement les diamants. « Il est lourd », a-t-elle plaisanté doucement, mais dans le bon sens, comme s'il avait enfin trouvé son chemin vers la maison. « Oui », ai-je convenu, l'attirant plus près. « Nous aussi. Les gens me demandent souvent si je me sens coupable. Ils disent que la famille, c'est le sang, que l'on est censé pardonner et oublier, peu importe à quel point ils vous traitent mal. Ils soutiennent que ma riposte était trop calculée, trop froide et trop destructive. Ils disent que j'aurais dû simplement partir tranquillement. Mais partir tranquillement est exactement ce sur quoi les personnes toxiques comptent. Elles comptent sur votre silence pour maintenir leur illusion. Elles comptent sur votre culpabilité pour éviter leur propre responsabilisation. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement tenu un miroir et forcé le monde à regarder la destruction qu'ils avaient déjà causée. J'ai appris la leçon la plus difficile qu'une personne puisse apprendre, le sang ne fait pas la famille. Le respect, la loyauté et l'amour inconditionnel font une famille. Les gens qui se tiennent dans cette galerie ce soir, les amis qui nous ont soutenus, la cousine qui a risqué son emploi pour me dire la vérité, la femme qui s'est tenue à mes côtés quand j'ai dû partir en guerre, ce sont eux ma famille. J'ai pris une profonde inspiration, regardant autour de la pièce, ressentant un profond sentiment de paix. Le musée de la douleur était fermé pour toujours. J'avais construit une nouvelle vie à partir des cendres, et elle était magnifique. Mais cela me fait réfléchir à la nature de la justice versus la cruauté, quand les gens qui sont censés vous protéger deviennent ceux qui vous détruisent. Y a-t-il une limite à la force avec laquelle on devrait riposter? Nombre de mes proches m'ont traité de monstre sans cœur pour avoir dépouillé ma sœur de sa fierté et ruiné le statut social de mes parents. Mais je me suis demandé, si j'avais continué à être leur paillasson, si j'avais payé cette facture de 15 000 $ du traiteur, aurait-il jamais cessé de me vider de mes ressources? Qu'en pensez-vous? Ma décision d'utiliser la loi et les médias pour démanteler complètement leur vie était-elle trop impitoyable? Ou était-ce le prix exact qu'ils devaient payer pour une vie de manipulation? Faites-moi part de vos réflexions ci-dessous. J'aimerais vraiment entendre votre point de vue sur ce sujet. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres de la famille toxique? Et si oui, comment l'avez-vous géré? Laissez votre histoire ou vos pensées dans les commentaires afin que nous puissions maintenir cette conversation. Si vous avez trouvé mon chemin vers la justice satisfaisant, veuillez soutenir en aimant cette vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires brutes et sans concession.
Prenez soin de vous et ne laissez jamais personne vous faire sentir invisible.